handicapé moteur mécanicien fabricant de fauteuils roulants force l'admiration par son courage à Abengourou, une ville de l'Est du pays. Une série d'attaques armées menées par un groupe de musulmans radicaux fait souffler un vent d'inquiétude sur l'extrême nord du Mozambique. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Sachez que plus de 7000 grands électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire 66 sénateurs. Ils ont déjà voté, les bureaux de vote sont fermés. Le tiers restant sera nommé par le président de la République. Ils seront au total 99 sénateurs. À la mi-journée, le taux de participation était de 63,92% sur les 33 circonscriptions. Un scrutin inédit en Côte d'Ivoire. La nouvelle chambre du Parlement devrait entrer en fonction le 10 avril prochain. Elle va siéger à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Handicapé et fabricant de fauteuils roulants, Mbiri Konaté, natif de Boundiali, a déposé sa valise à Abengourou, pas pour mendier, mais pour travailler. Mbiri ne veut pas dormir sur ses lauriers. Il répare aussi ventilateurs et motos. Son courage et son envie d'aller toujours plus loin ont attiré la caméra de Kiniboa dans cette ville de l'Est du pays. C'est ici, dans cette maison, à Abengourou, que Mbiri Konaté travaille. Cet handicapé d'une cinquantaine d'années a plusieurs cordes à son arc. Je fabrique les vélos handicapés, en moto comme en vélo. Je fais le bobinage aussi. Je fabrique pour la soudure. Je fabrique beaucoup de choses. C'est avec cette ferraille qu'Mbiri fabrique motos, fauteuils roulants et autres. Ces fers sont recyclés pour leur donner une nouvelle forme. Il scie, coupe, mesure, soude. Le souder maintenant, vraiment, ça devient carcasse. Et puis, me met plein dedans, ça marche. Je fais des modèles. Il y a, c'est quand on fait comme ça, il y en a ça. C'est quand on pompe là. Ça, là, je fais ça. Puis, je fais un pédale aussi, je fais ça aussi. Bon, c'est quand on pompe là. Ça, je sais plus que c'est quand un pédale là. Mbiri ne résigne pas à la tâche. Il cherche et quand il trouve la pièce, tant recherché, il s'est fait aider. Il faut bien transporter tout ce dont il a besoin pour le travail. Cette charrette artisanale, c'est lui qui l'a fabriquée. Ce fauteuil roulant moto aussi. Mbiri est aussi réparateur de ventilateurs. Son handicap ne l'arrête pas. Il ne veut être à la charge de personne. Tout le monde doit travailler. Bon, ce que je suis en train de faire là, je vais dire m'aider. Je débrouille comme ça. Donc, si les gens qui viennent à venir, je la fais apprendre. Là, c'est mieux plus que je reste à la maison, on va te faire mendier, c'est pas bon. Mbiri Konaté est connu pour son abnégation à la tâche. Moi, j'ai travaillé pendant 5 ans avec lui. Il aide les gens beaucoup. Il fait des moteurs, il fait des soudures. Tout le monde parle de lui à Abengourou. Même les ventilateurs, les moteurs de courant, haute tension, il fait tout. Il a même aidé ce jeune handicapé en réparant sa prothèse. Ça fait bien 13 ans que je porte ça. Mais grâce à lui, avec tout ce travail-là, c'est lui qui fait tout ça là. Pour moi, c'est fait là. Une fois ça s'est cassé, nous sommes allés à Bonoua en 2009. Je crois bien. En remplaçant ces deux fers-là, ils ont pris une somme de 50 000 francs à ma mère. Vous voyez? Alors que j'étais un élève, eux n'arrivent même pas à payer bien ma scolarité. Aujourd'hui, Mbiri est à la recherche d'un local bien à lui. Un espace où il pourra exercer son métier. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de télé. Ici, là, ici, il n'y a pas de télé. Toi, tu as vu ça. Ici, il n'y a pas de télé. Non, on doit faire un bon coin, on doit donner un coin pour travailler là-bas. Là, l'autre handicapé venir, je la fais apprendre. Ce métier, il l'exerce depuis toujours. Un métier qui lui permet de nourrir ses 4 enfants et sa femme. 30 jours en enfer, l'œuvre de l'écrivain et journaliste Patrick Monterland. L'auteur est à son premier livre, un livre qui raconte l'histoire d'une jeune Ivoirienne, Christine, qui quitte la Côte d'Ivoire en juin 2013 pour la Tunisie, puis la Libye, sa destination finale, l'Italie. Mais avant d'atteindre son Eldorado, elle passe à 30 jours en enfer. Dangui Dangui était à la dédicace de l'œuvre. Des amateurs du livre plongés dans 30 jours en enfer et tenus en haleine par le témoignage palpitant de Christine, rescapée de l'immigration clandestine.
Ils en ressortent souvent partagés entre plaisir de lire et sentiment de révolte face à l'histoire de Christine. Agréable, très facile à lire, très fluide. En tant que femme, il y avait 2 sentiments qui m'animaient, la pitié, la colère, parce qu'elle a fait une formation aussi en Tunisie sur l'esthétique. À partir de là, je me suis dit qu'elle pouvait essayer de s'en sortir. Et ensuite l'espoir qu'après tout ce qu'elle a vécu, qu'elle puisse y arriver. L'œuvre vient à point nommé, une œuvre de sensibilisation, une œuvre d'interpellation, une œuvre qui vient corriger un fléau qui nous touche tous, que nous pensons apportera sa pierre à tout ce qui est effort qui est consenti par le gouvernement, consenti par la population pour sensibiliser la jeunesse sur ce phénomène. La dédicace du livre n'a pas seulement mobilisé les amateurs de lecture et des étudiants. De grands universitaires et hommes d'État ont tenu à donner un cachet spécial à la sortie de 30 jours en enfer, eu égard à l'actualité de la problématique qu'il aborde. À cette occasion, le professeur Amoa Urbain a prononcé un discours sur le thème « Culture africaine et mouvement migratoire ». Changer d'espace, c'est aller vers la quête de soi et de son bonheur. Sur cette base, il n'y a aucune difficulté. Les mouvements migratoires sont irréversibles. Maintenant, la migration clandestine pose un problème de projet de société. S'il est vrai que nous pouvons développer nous-mêmes le continent et que nous pouvons asseoir des projets pour les jeunes, d'où viendrait que ces jeunes puissent aller à l'abattoir et aller se suicider? C'est pour ça que j'ai décliné les valeurs. Dans les valeurs africaines, il n'y a que si je dois me déplacer pour aller vers un ailleurs, je dois quand même me soumettre à une certaine réglementation. En écrivant 30 jours en enfer, son premier livre, Patrick de Monterland, journaliste et président du club Les Amis de la Paix, espère passer ce message qui lui tient à cœur. J'amène le lecteur à suivre Christine dans son cheminement, de la Côte d'Ivoire à la Tunisie, de la vie en Tunisie, qui était très difficile. Christine le dit, elle est restée. Son corps est arrivé en Italie, mais elle-même, son esprit, on va dire son âme est emprisonnée en Libye. Son livre raconte l'histoire de Christine, une Ivoirienne qui quitte la Côte d'Ivoire en juin 2013, direction la Tunisie, puis la Libye, dans l'espoir de prendre un bateau clandestin pour l'Italie. Elle était encore loin de s'imaginer qu'elle s'ouvrait ainsi les portes de 30 jours en enfer. Haute Cour sierra-léonaise a ordonné aujourd'hui à la Commission électorale nationale d'arrêter les préparatifs du second tour de la présidentielle prévue mardi à la suite d'une requête d'un juriste du parti au pouvoir au sujet d'allégations de fraude. L'arrêt ordonne à l'ANEC de stopper ses travaux jusqu'à la décision de la Haute Cour qui interviendra au plus tard lundi prochain à la veille du second tour. Le premier tour s'est déroulé le 7 mars dernier. Jusqu'en octobre dernier, le Mozambique n'apparaissait pas sur la carte mondiale de la menace djihadiste, mais depuis une série d'attaques armées menées par un groupe de musulmans radicaux fait souffler un vent d'inquiétude sur l'extrême nord du pays. Ce tas de gravats était une mosquée avant que le gouvernement n'ordonne sa destruction. Dans ce quartier de Mocimboa da Praia, tout au nord du Mozambique, des jeunes y pratiquaient depuis quelques années une version radicale de l'islam. Dans la nuit du 4 au 5 octobre dernier, une trentaine d'entre eux ont pris d'assaut un poste de police et une garnison de l'armée. 2 policiers ont trouvé la mort et dans la riposte, une dizaine d'assaillants ont été tués. À Mocimboa, l'incompréhension règne. Avant, ils étaient comme nous, ils priaient comme nous. Il a suffi qu'ils regardent ces cassettes de Somalie pour commencer à se faire appeler les Al-Shabaab du Mozambique. Cette première opération djihadiste a provoqué un coup de tonnerre dans un pays encore meurtri par une longue guerre civile. D'après les autorités, aucun lien avec les Shebabs de Somalie ou tout autre groupe djihadiste n'est avéré. Il est en revanche établi que certains de ces jeunes se rendaient régulièrement en Tanzanie, au Soudan, en Somalie, où ils se seraient radicalisés. De leur côté, les chefs religieux se sentent coupables d'avoir laissé faire. Beaucoup de gens se sont fait avoir. Ils ont eu beaucoup de temps pour s'implanter. Au début, on a donné l'alerte, mais on n'a pas pu les faire interdire. On savait. Beaucoup de musulmans se sont laissés séduire par le discours de ces Al-Shabaab dans cette région délaissée et défavorisée. Ils interdisaient ainsi à leurs enfants d'aller à l'école, à leurs fidèles de voter et ils appelaient à combattre l'État et ses institutions.
Après les attaques, les autorités ont mené un gigantesque coup de filet. 300 personnes ont été arrêtées et interrogées. Ces événements nous ont pris par surprise. Mais nous contrôlons la situation et maintenant tout va bien. La vie est revenue à la normale. L'armée a levé ses barrages à Mocimboa, mais pas dans les villages alentours. De l'aveu même des autorités, les routes restent sous la menace des rescapés du groupe qui se seraient réfugiés dans la forêt. Les villageois vivent dans la peur. Plusieurs d'entre eux, comme Momadi, font état d'attaques et de kidnapping. Ma femme a été enlevée alors qu'on était en train de fuir. Ensuite, ils m'ont tiré dessus 2 fois. Je l'ai échappé belle. Les autorités affirment ne pas être au courant de ces enlèvements. De manière générale, le gouvernement préfère minimiser l'ampleur du problème dans une région riche en hydrocarbures et stratégique pour l'économie du Mozambique. En France, 9 mois après l'ouverture de la ligne à grande vitesse entre Paris et Bordeaux, les riverains disent vivre un vrai cauchemar dans le nord de la Gironde. Une soixantaine de trains passent à chaque jour à plus de 300 km/h, entraînant des nuisances sonores que ne supportent plus les habitants. Le concessionnaire de la ligne a installé des appareils pour mesurer les décibels. Les résultats ne convainquent pas pour autant les habitants qui en appellent au gouvernement. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP. De sa terrasse, Jean-Luc est aux premières loges. Voilà ce que l'on subit. 57 fois par jour, un TGV passe devant ses fenêtres. Avec sa femme, ils ont construit cette grande maison à 40 km au nord de Bordeaux pour couler des jours paisibles pour leur retraite. Mais depuis le lancement de la LGV en juillet dernier, ils ont déchanté. Le premier train, quand il est passé, je me suis dit, il roule peut-être plus vite que la normale. Mais ça n'est pas inquiété. Puis après, ça s'est succédé les trains, ça se suivait. Et alors là, vraiment infernal, quoi. Et le dernier, 1h du matin, et le suivant, c'est du 4h30, 5h. Les premiers. Donc la nuit est courte. Les habitants de Goriagué et de Marsas s'assurent qu'à cet endroit, la LGV devait être enterrée entre 2 buttes de terre. Face à la grogne des habitants, l'ISEA, le délégataire de la ligne, a réalisé des mesures acoustiques chez les riverains les plus proches. Les résultats, dévoilés lors de réunions publiques, tournent souvent à l'affrontement. Vous dites que les bruits ne dépassent pas 70 décibels chez nous. Moi, je vous invite à l'apéritif cet été. Je peux vous dire que les 70 décibels, votre verre, il va trembler. Mais c'est pas parce que votre maison est la plus près qu'elle est la plus exposée. Des fois, il y a des configurations qui font que c'est pas le cas. On n'a ni merlon ni mur. Qu'est-ce que vous comptez faire? Ma maison vibre. L'ISEA se retranche derrière la législation. Une moyenne sur 24 heures est réalisée. Les pics de bruit, mais aussi les moments calmes sont pris en compte. Au final, la quasi-totalité des résultats ne dépasse pas le seuil légal des 60 décibels, inadmissible pour les habitants. C'est-à-dire que vous, avec vos mesures de moyenne, on n'en a rien à cirer. Qu'est-ce qu'on fait pour gérer les pics à 90 dB? C'est ça qu'on attend, et rien d'autre. Dans les prochaines semaines, l'ISEA va effectuer 300 points de mesure sur les 6 départements traversés et assure entendre la grogne des riverains les plus touchés pour réaliser des travaux. Dans un premier temps, avec le constructeur, on va venir sur le site et on va regarder s'il n'y a pas des dysfonctionnements, par exemple un affaissement de terrain ou un mur anti-bruit qui ne fonctionne pas bien. La suite, c'est de déterminer les dispositifs complémentaires qui permettront de faire baisser le bruit apporté par les trains et de rester en dessous des seuils réglementaires. Excédés, les habitants en appellent au gouvernement pour changer la réglementation qui date de 1999. La ministre du Transport, Elisabeth Borne, a promis de venir les rencontrer. Car tous s'inquiètent de l'augmentation du nombre de trains sur la ligne, 125 allers-retours d'ici 2036. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.